Vous regardez Channel 24, bienvenue si vous nous rejoignez au sommaire de cette édition. Restructuration au niveau des communes d'arrondissement de la capitale tchadienne, en retour à la normalité avec les installations de l'exécutif. L'inclusion et l'autonomisation des femmes dans le secteur de justice. Une image est présentée par le ministère de la Justice et des Droits humains pour la commémoration de la Journée internationale de la femme attendue le 8 mars. Bienvenue une fois de plus. L'exécutif communal du premier arrondissement de N'Djamena s'installe. Ce matin, il y a eu passation de service entre le maire sortant d'Iprine, Mahamat Abdelkarim, et entrant Djamal Yahya Moussa. Une cérémonie présidée par l'administrateur délégué auprès de la dite commune Idriss Haran. Le point avec Adam Prime Kamis. À la fin de ses 6 ans à la tête de la commune du premier arrondissement, le maire sortant Djibril Mahamad Abdelkarim cède son fauteuil ce jour au maire entrant Djamal Yahya Moussa, élu par le conseil communal de la dite commune. Dans son bilan, le maire sortant Djibril Mahamad Abdelkarim, chef du bureau exécutif du premier conseil communal de cet arrondissement, a apprécié les œuvres de son mandat, qualifiant le travail de son équipe de positif. Il invite à maintenir la collaboration avec la nouvelle équipe pour la bonne marge du travail de ces services de la mairie du premier arrondissement. Vous êtes une nouvelle équipe et nous, l'équipe sortante, les conseillers municipaux, le bureau exécutif de la commune du premier arrondissement vous souhaite bonne continuité de vos activités dans notre commune. Nous sommes là. Je crois que nous sommes les premiers exécutifs ou bien les premiers conseillers municipaux démocratiquement élus dans notre commune. Vous êtes le deuxième. On ne peut pas, si on a les expériences, on ne peut pas les cacher. On peut toujours vous aider, on peut toujours vous soutenir et on vous demande de continuer de sauver notre position parce qu'il est dit toujours, la commune du premier est toujours premier. Installant la nouvelle équipe, le délégué administrateur auprès de la commune du premier arrondissement, Idriss Haran, a dans un premier temps loué le travail abattu par l'équipe sortante avant d'appeler la nouvelle équipe à se mettre en action pour le développement de sa commune. Dans son intervention, le maire entrant Djamal Yahya Moussa a remercié le conseil communal du premier arrondissement pour la confiance placée en sa modeste personne. Il promet d'améliorer les services sociaux sensibles. Nous croyons à la force du dialogue et des concertations pour construire ensemble un avenir radieux et plein de réalisations pour notre commune. C'est pourquoi nous allons mener des consultations publiques auprès de toutes les forces vives de notre commune pour recueillir les doléances et suggestions. Nous allons également mettre en œuvre pour relancer la radio Mandela FM et créer une émission interactive. La cérémonie a été sanctionnée par la remise des attestations de reconnaissance à l'équipe sortante pour leur dévouement et abnégation à la gestion de la chose publique du premier arrondissement. Direction la commune du 2e arrondissement de N'Djamena où les élus prennent place à Siam Kandjara. Après que l'administratrice déléguée, Née Hortense, a passé le témoin de commandement de cette circonscription municipale au nouveau conseil, elle l'a exhorté à se mettre au travail pour le développement de la commune du 2e arrondissement de la ville de N'Djamena. Ce conseil que préside Karim Hadj comprend 18 membres. Bien que les défis soient immenses, le maire sortant Youssouf Mahamat Yaro a rappelé ce que son équipe a eu à accomplir depuis 2012 jusqu'à ce jour. Nous nous sommes attelés pour que l'administration communale soit mise sur pied, installée, et ceci fut fait avec la pertinence, le savoir-faire et le leadership de ces dames et ces hommes qui composent le conseil municipal sortant. Les têtes de liste de la nouvelle équipe dirigeante de la commune du 2e arrondissement ont, séance tenante, déroulé leur programme d'action. Le maire entrant Karim Hadj, en prenant fonction pour cette responsabilité, a soupiré. La gestion d'une commune est une tâche vertigineuse et difficile, a-t-il pressenti. Toutefois, il annonce que la porte de son bureau est ouverte à tous ses collaborateurs, à l'ancien conseil municipal et à toute la population du 2e arrondissement. H. Ahmad Mahamat, maire première adjointe, novice dans les affaires communales, reconnaît les défis dissimulés pour empêcher son équipe de progresser. Une mission qui m'engage à œuvrer
sans relâche pour le bien-être de notre communauté et le développement de notre arrondissement. Notre arrondissement Kër Baton de N'Djamena est un lieu riche et plein de diversité, de dynamique et de potentialités. Cependant, nous faisons également face à des défis importants tels que l'amélioration des infrastructures, la gestion des déchets, l'accès à l'eau potable, l'éducation, la santé et la sécurité. Les délégués de quartier, de carré, les autorités religieuses administratives, certains membres de l'Assemblée nationale et du Sénat présents à la cérémonie ont attentivement les promesses de cette équipe entrante. C'est définitivement connu les résultats des élections sénatoriales du 25 février dernier, communiqués mardi par le Conseil constitutionnel. Sur son quota, le président maréchal Mamadou Déby a aussi nommé 23 sénateurs, parmi lesquels on retrouve les grandes figures politiques tchadiennes, citant un jeu politique connu, et selon l'analyste politique Dr Yamike Betibaye. La simultanéité des deux listes ne peut que surprendre. On s'attendait plus ou moins à la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel. Ce qu'on attendait moins à la même date, c'était la nomination des 23 sénateurs complémentaires par le président de la République. L'idéal aurait voulu que le président attende peut-être un jour ou 2 jours ou quelques jours pour apprécier le profil des élus et en ce moment-là nommer 23 sénateurs en tenant compte du gap en matière de profil pour avoir une équipe véritablement efficace et dynamique. Mais ce n'est pas le cas. Mais je pense que tout ça ressemble à un jeu qui est bien connu et les Tchadiens en sont tellement conscients qu'ils ne peuvent pas être dupés. On se retrouve encore une fois avec un Sénat, donc une partie du pouvoir législatif entre les mains du MPS et de ses alliés, avec cette fois-ci des personnalités plutôt épuisées par la charge, par des longues années de service. Et donc, du coup, ce profil est peu rassurant. On pensait que ce bâtiment était définitivement dédié aux arts et à la culture. Ce pan de la vie sociale, socio-politique même du pays qui a très souvent été oublié. Aujourd'hui, on observe que le bâtiment est encore dessaisi au profit d'une autre grande institution de la République, le Sénat, qui aurait dû être abrité au Palais de la Démocratie. Et cela aurait été plus cohérent parce que ça ferait du Palais de la Démocratie le cœur, le centre névralgique du pouvoir législatif. Encore une fois, on voit un éclatement géographique, matériel de ces deux institutions. Et donc, ça vient encore peut-être montrer que le législatif ne fonctionnera pas immédiatement comme une entité soudée avec 2 chambres connexes, l'Assemblée nationale et le Sénat, garanties par une proximité qui favoriserait un fonctionnement harmonieux et efficace du pouvoir législatif. Les femmes du secteur de la justice, défis et opportunités, un thème inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de la femme et de la Journée internationale de la femme. Le ministère de la Justice et des Droits humains a organisé mercredi une exposition mettant en lumière les contributions des femmes dans le secteur judiciaire. Le point avec Manda Barka. Le ministère de la Justice et des Droits humains, dans une démarche de considération de la gente féminine, mercredi, à l'occasion d'une exposition, le personnel féminin exerçant au sein de cette institution a pu exprimer son engagement en valeur d'une justice souhaitée par le peuple tchadien. Cette exposition intervient à quelques jours de la célébration de la Journée internationale de la femme, qui dégage l'importance de l'égalité des genres et la nécessité de promouvoir l'inclusion et l'autonomisation des femmes. Dans ce domaine de justice, souvent aperçu comme masculin, ce rassemblement construit autour du thème « Les femmes du secteur de la justice, défis et opportunités » a attiré de nombreux professionnels du droit et des militants des droits humains qui ont surmonté des obstacles liés aux stéréotypes de genre persistants et les discriminations afin de s'imposer dans le milieu. Un combat selon Djerbé Matibé Dam, magistrate. Donc quand nous parlons de défis de la femme en général, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut faire pour améliorer
la condition de la femme. Et toute femme doit se livrer à ce combat-là, si on veut vraiment y arriver. Mais s'il y en a qui ne se sentent pas concernés, ou s'il y en a qui pensent que c'est parce que les autres n'ont rien à faire qu'ils s'occupent de ça, c'est vraiment une idée erronée. Pour la secrétaire d'État à la justice Aminatou Bello, il faut une prise de conscience collective sur la nécessité de se soutenir. C'est un constat réel au ministère. Les femmes, vous n'êtes pas soudées. Plusieurs corps qui renferment ces ministères, mais les femmes ne sont pas soudées. Aujourd'hui, les magistrates, elles sont où? Les greffières, elles sont où? Certes, les administrateurs civils, on n'est pas nombreux, je crois, au ministère, elles sont minimes. Mais les autres corps, je crois que l'administration pénitentiaire même, il y a plein de femmes. Mais si à ce niveau, nous-mêmes, c'est notre semaine, on n'arrive pas à être soudés, je crois qu'il y a un travail à faire à ce niveau. Il faudrait que chacune se remette en question. Cet événement a non seulement célébré les réalisations des femmes, selon elle, il a également jeté les bases d'un avenir plus équitable. Chaque 5 mars, le monde célèbre la journée internationale de sensibilisation au désarmement et à la non-prolifération, même si elle rappelle l'importance des efforts de désarmement pour la paix dans beaucoup de nations comme le Tchad. Cette communication peine à être entendue. La circulation et le port des armes accentuent l'insécurité dans ce pays. Yacoub Abdelhamaloun nous en dit davantage. Dans les rues d'Njamena et partout au Tchad, la population t'appuie dans la paire en voyant possiblement circuler les armes. Quelles que soient faits ou blanches, les armes sont devenues les moyens d'assassinat, de vol, d'arnaque et de protection pour quelques-uns. Alors que le port des revolvers, fusils, pistolets et couteaux est interdit. On les utilise pour commettre des agressions, des braquages et des conflits intercommunautaires, privant de nombreuses familles de leurs membres et les plongeant dans le deuil et la fiction. La circulation d'innombrables armes et leur port par des individus mal intentionnés montre l'inefficacité de la commission mixte chargée de lutter contre ces phénomènes au Tchad. Après plusieurs opérations de fouilles, on constate que le taux de délits perpétrés par les armes demeure toujours élevé en N'Djamena, ce qui dénote les efforts déployés par le gouvernement contre la libre circulation ont été vains. De la capitale aux provinces, le veto contre la détention des armes est foulé aux pieds. Des militaires aussi que certains civils tirent artificiellement les paisibles citoyens avec les armes. Et dans le souci de ravitailler son marché par la viande de bonne qualité, l'Égypte a donné son accord à la société PAMCO de commercialiser la viande Made in Tchad sur les marchés égyptiens. Après une mission d'inspection de l'équipe des vétérinaires égyptiens qui a séjourné le mois dernier au complexe industriel des laboratoires du Logone. Une bonne nouvelle pour les acteurs du secteur rural à suivre. Le chantier numéro 9 axé sur l'industrialisation et la modernisation de l'agriculture et de l'élevage afin de mettre le pays sur les rails du développement concerne spécifiquement le monde rural, ça nous concerne donc. Point de besoin de rappeler le potentiel agricole et pastoral conséquent de notre pays sur la nécessité de la modernisation pour opérer une croissance économique durable et créer des emplois pour une jeunesse de plus en plus qualifiée, mais aux prises, comme vous le savez, au chômage. En conclusion, je vous dirais que mon point de vue est le suivant. Je ne peux que me réjouir et encourager le gouvernement pour le souci permanent de développer l'élevage en vue de l'exportation des sous-produits dont je venais de parler un peu plus haut. L'Égypte n'a pas certifié telle qu'elle est, mais elle a certifié parce que nous répondons aux normes internationales exigées par l'Organisation mondiale de santé animale. Et vous savez, à l'époque, nous avons économiquement perdu et lorsqu'on exportait nos animaux. Et vous savez, du côté ouest, nous on exporte les animaux vers le Nigeria, le Cameroun et le RCA. Du côté ici aussi le Niger. Entre-temps aussi, on exporte nos dromadaires vers la Libye, l'Égypte. Et vous savez, si en termes d'économie, rien ne se perd sur un animal, y compris le sang. Donc si on continue à exporter les animaux sur pied, d'abord les premiers perdants, c'est l'éleveur à travers le pays. Donc c'est comme ça que les Égyptiens
ils ont vu que nous répondons aux normes nationales, qu'ils ont certifié. Et je pense que d'autres pays aussi qui viennent d'être certifiés par la viande du Tchad, parce que nous sommes indemnes de certaines maladies que les gens ont toujours peur de faire exporter. Donc aujourd'hui, vous voyez, à Mundou, il y a combien des employés. Donc, économiquement, voilà, si entre-temps on exporte ces animaux sur pied, on n'aurait même pas 2 ou 3 personnes. Vous allez voir que, faites un tour à l'abattoir de Mundou, vous allez voir qu'on a tant nombre de jeunes et de femmes qui sont pris par cette activité. Le 4 mars, en Guinée équatoriale, s'est achevée la première édition ordinaire du Parlement de la CEMAC. La cérémonie de clôture a été présidée par Jean-Claude Mboumi, vice-président du Parlement de la CEMAC, en présence des membres du corps diplomatique ainsi que des autorités de l'État hôte. On retourne sur l'événement avec Jessica Fering. Le rapport général sur le fonctionnement et l'évolution de la CEMAC constitue les points essentiels de cette première session de l'année 2025, tenue du 3 février au 4 mars 2025. Cette session s'est déroulée dans un contexte socio-politique marqué par la mise en place et le renouvellement de certains bureaux des assemblées nationales des États membres, notamment au Tchad et en République centrafricaine. Le vice-président du Parlement de la CEMAC, Jean-Claude Mboumi, a exhorté les États membres à faire preuve davantage de responsabilité dans la collecte des taxes communautaires qui constituent la principale ressource financière de la communauté. Sur l'épineuse question de la taxe communautaire d'intégration, collectée par nos États et malheureusement non retrocédée par certains à la communauté, reste et demeure une préoccupation majeure. Ce dysfonctionnement entrave fortement le fonctionnement régulier et harmonieux de nos institutions. C'est pourquoi nous ne cesserons d'être exhortés dans l'optique de continuer avec l'énergie nécessaire de faire le plaidoyer auprès de nos pays respectifs en vue d'y trouver une solution idoine. Dans cette même optique, le vice-président a tenu également de féliciter le président de l'Assemblée centrafricaine pour sa réélection à la tête du Parlement ainsi que le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Tchad. À l'issue de cette session, plusieurs recommandations ont été formulées à l'attention de la commission de la CEMAC. Il est urgent que celle-ci mette en œuvre toutes les mesures nécessaires pour régler l'intégralité des aérés de taxes communautaires d'intégration. Par ailleurs, la Commission doit veiller à ce que les États membres respectent les critères de conservation, car la situation globale s'est nettement détériorée, suscitant de vives inquiétudes quant à la consolidation du processus d'intégration sous-régionale. Et puis on fait le point sur l'actualité internationale également avec Joël Manin. Faisons un tour entre l'Afrique et l'Europe. Le torchon brûle entre Londres et Kigali. L'Angleterre refuse de payer au Rwanda le solde de l'ex-accord sur les migrants. Kigali réclame à Londres 50 millions de livres sterling, environ 60 millions d'euros. Ce mercredi, Londres a déclaré qu'il ne payerait pas le solde réclamé par Kigali d'un accord qui visait à expulser des migrants illégalement au Royaume-Uni vers le Rwanda, mais qui ont été abandonnés l'an dernier. Selon le ministère de l'Intérieur britannique, le Rwanda a renoncé à tout paiement supplémentaire dont aucun autre paiement ne serait effectué. Si Kigali réclame des fonds, l'affaire Ukraine et États-Unis continue de marquer l'actualité. Après l'altercation avec Donald Trump, Zelensky veut arranger les choses. Selon les informations venant de la Maison-Blanche, le président américain a affirmé avoir reçu l'assurance de Zelensky. Il indique que celui-ci est prêt à négocier en vue d'une paix durable avec la Russie. En Guinée-Bissau, Umaro Sissoko annonce officiellement sa candidature pour la présidentielle. L'annonce a été faite lundi 3 mars dernier. Il est candidat à la présidentielle du 30 novembre 2025. Il pourra ainsi braver un second mandat. Je serai candidat, cela ne fait l'ombre d'aucun doute et je gagnerai au premier tour, a-t-il assuré à sa descente d'avion dans la matinée du lundi. La Chine renonce à la rigueur budgétaire. Face aux problèmes qui l'opposent avec les États-Unis, la Chine mise sur son déficit budgétaire d'1 point de PIB.
Le Premier ministre a annoncé un objectif de croissance de 5% lors de la session annuelle parlementaire qui a débuté hier. Un budget pareil que celui de l'année dernière. Il s'agit pour eux de se doter des outils de stimulation de l'économie, la création de 12 millions d'emplois, un budget de la défense en hausse de 7%. Rappelons que pendant une trentaine d'années, la Chine se limitait à un maximum de 3%. Cette année, il s'autorise à 4%. À Rome, le Vatican débute le carême sans le pape François, hospitalisé dans un état stable. Âgé de 88 ans, le dirigeant religieux est absent depuis le 14 février pour une double pneumonie qui alimente. Selon le bulletin de santé diffusé mardi soir, François n'a pas de fièvre et demeure alerte et lucide. Son pronostic vital reste réservé. Les médecins estiment qu'il n'est pas encore hors danger. Il n'a pas assisté au mercredi des Cendres qui marque le début du carême à 40 jours de Pâques, la fête la plus importante du calendrier catholique. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.